est Rosa Parks. Rosa Parks, c'est cette femme qui refuse de laisser sa place dans un bus le 1er décembre 1955 à Montgomery. J'ai vite compris qu'il faut avancer, ne jamais rien lâcher, même si cela nous mène en prison, Rosa. Exiger que les lois américaines soient appliquées pour tous les citoyens américains. Venez vivre ce moment historique où s'asseoir fut toute une histoire à travers la pièce Levez-vous Rosa Parks, les 16 et 23 avril à 15h30 et 19h30 au théâtre Gendarme, 17 rue Léopold Bellan, Paris 2e. Texte et mise en scène d'Anne Dantin, une production Accolade Paris. Rosa Parks, un symbole puissant, toujours d'actualité. Renseignements et réservations au 06 76 74 05 99 ou levez-vous-rosaparks.com. Hexagone, actualité. Je vais vous dire une chose. Depuis un certain temps, j'avais pris mes distances avec la politique, car j'estimais que j'avais assez donné et arrivé à mon âge, je préférais me consacrer à l'écriture et à la recherche, parce que je pense que quel que soit notre âge, nous avons toujours besoin d'apprendre. Et je serais mort que je n'aurais pas fini d'apprendre et je resterai encore un idiot par rapport à tout ce qu'il y a dans le monde. Il se trouve que ces jours-ci, cette campagne électorale que j'avais dit que j'allais gérer en observateur commence à me titiller un peu. Me titiller en regardant d'une part les querelles entre deux individus qu'on dit responsables de l'outre-mer, c'est-à-dire Mme Babette de Rosière et M. Patrick Caram, à propos de leurs différences, c'était des soutiens de Mme Pécresse. Moi, j'ai trouvé ça lamentable. Et ça nous ramène à la structure zéro au niveau politique. Mme Babette de Rosière, elle a décidé de quitter Mme Pécresse. Mais je dis que dans toute cette affaire, j'ai trouvé qu'elle a manqué de dignité et d'élégance. Parce que vous avez le droit d'avoir des désaccords avec vos anciens amis, mais vous ne les cassez pas publiquement. Vous vous retirez, surtout quand vous n'avez pas une influence aussi grande que vous vous la prêtez vous-même. Alors, je pense qu'elle a simplement, en tant que cuisinière, adopté ce qui était dans la Genèse, c'est-à-dire l'histoire du plat de lentilles qu'elle doit parfaitement comprendre et connaître. Mais ce qu'elle oublie, c'est que le plat de lentilles se vide et on a le ventre aussi vide après. Quant à M. Caram, c'est un individu que je croyais un peu mythomane. Mais je m'aperçois que ça va au-delà de cela. Et j'ai l'impression qu'il souffre du syndrome du bébé secoué. C'est-à-dire qu'on a dû le secouer un peu trop près du mur et qu'il y a chez lui quelque chose qui s'est mélangé dans son cerveau. Je l'ai entendu dire dernièrement, après ses attaques contre Mme Babette de Rosière, qu'il était l'homme qui avait fait parler de l'outre-mer. Je dis quelle impudence et quelle idiotie de raconter des choses pareilles. Il dit c'est grâce à lui que depuis 2007 seulement on parle de l'outre-mer. Je vais lui rappeler quelques événements qui ont jalonné l'histoire de l'outre-mer depuis quelques années. Je pense qu'il était trop jeune, qu'il devait être encore en barboteuse dans le magasin de son père, Pomme Boutique à Pointe-à-Pitre, et qu'il n'a pas connu tous ces événements. Je lui dirais simplement qu'il faudrait qu'il aille dans les archives. Il verrait qu'en 1978, Jacques Chirac, pour la première fois, a amené, sous la présidence de Claude Labbé, les parlementaires en Guadeloupe pour réaliser une journée parlementaire pour pouvoir attirer l'attention de tous les Français sur l'importance de l'outre-mer. Je lui rappellerai par ailleurs qu'en 1979, le président Giscard d'Estaing et Gérald Ford se sont retrouvés en Martinique. Quel plus beau spectacle, quelle image au monde qu'on donnait
de la Martinique et donc de l'outre-mer. Par ailleurs, le même président Giscard d'Estaing, en 1981, début 1981, a réalisé en Guadeloupe le sommet des 4 grands. Ce sommet, d'ailleurs, s'est déroulé à Saint-François. Il y avait le président Carter, il y avait M. Schmitt, qui représentait l'Allemagne, et M. Wilson, qui représentait la Grande-Bretagne. Alors, quand M. Karam dit ça, je dis qu'il a un défaut de mémoire. Et je comprends qu'il souffre, comme je vous le disais, de l'histoire du bébé secouré. Et puis, il y a quelque chose qui me choque encore plus, c'est qu'en même temps, il méprise un certain nombre de nos compatriotes, et en particulier l'ami Freddy Loison. Car moi, j'étais au ministère de l'Outre-mer. Freddy Loison était responsable du CMAI à Paris, à la mairie de Paris, créé par Jacques Chirac pour mettre en valeur l'Outre-mer. À ce moment-là, on a créé, Jacques Chirac a créé ce qu'on appelait à la mairie de Paris en 1986 les Assises de l'Outre-mer. Et le témoin privilégié de cette affaire que nous pouvons avoir, c'est encore Maurice Cessé, parce que Maurice Cessé était un tout jeune journaliste, il travaillait dans une radio qui faisait le reportage en direct avec le regretté Gérard Lavigny. Et puis, un dernier truc encore, quand M. Karam dit qu'on ne parlait pas de l'outre-mer avant son arrivée et avant 2007, je lui rappellerai aussi, et voilà, vous avez ici écrit sur ce document Journée des Outre-mer du 19 novembre 2021 à la mairie de Paris. Et voilà tous les documents qui ont été publiés sur ces assises de l'outre-mer. J'ai tout ça. Tout ça représente des différents documents. Alors, je voudrais dire à cet individu qu'il retourne un peu à son histoire, qu'il apprenne ce que c'est. Et surtout, nous parlions il y a quelques instants de Freddy Loison. Il ne faut pas oublier que Freddy Loison a été aussi directeur de la Maison de l'Outre-mer qui était installée à Nanterre, et que celui qui a fait fermer cette Maison de l'Outre-mer s'appelait Nicolas Sarkozy. Alors, Monsieur Karam, dites-lui, puisque vous le connaissez bien, qu'il ferait mieux de se taire quelques instants. Ça nous permettrait de respirer et en même temps, ça lui permettrait aussi d'oxygéner son cerveau. Car sinon, il finira bientôt par nous dire qu'il a inventé l'outre-mer et qu'il a même découvert les Amériques avant Christophe Colomb. Voilà, je laisse ça. Et puis, puisqu'on parle de l'outre-mer, du reste de l'outre-mer, j'ai été assez sidéré de cette campagne qui est un peu assez terne et assez triste sur le plan national en général. Quand j'entends, par exemple, M. Zemmour parler de la colonisation qui a été une chose heureuse, je me dis quel crime, ce mot colonisation, il n'y a qu'à dire colonisation heureuse aussi. Il est vrai que cet homme-là a besoin de se prouver qu'il est plus français que les autres. Vous l'avez vu d'ailleurs avec ses histoires de prénoms. Je lui rappellerai à lui aussi que ce n'est pas le prénom qui détermine l'influence d'un homme, ni son origine. Parce que le prénom, c'est un instantané, un moment, quelque chose qui se passe dans le cœur des parents qui fait que ces parents-là donnent à leur enfant un prénom. Mais ce qui détermine bien plus le lieu de naissance et l'origine d'un homme, c'est son nom. Or, le nom Zemmour n'est pas un nom français, c'est un nom berbère. Alors, je renvoie
M. Zemmour a ses chères études, et je me dis c'est bien triste pour l'outre-mer. En fait, l'outre-mer, personne ne s'en préoccupe, sauf si ça rapporte quelques voix. On le voit aujourd'hui, de temps en temps, que par exemple M. Mélenchon, qui parcourt l'outre-mer en disant qu'il fera 1000 choses. Mais tous ces gens se fichent éperdument de nous. Ils ne se rendent même pas compte parce qu'ils ne savent pas quelle richesse l'outre-mer apporte à la France. C'est grâce à l'outre-mer si la France est aujourd'hui la deuxième nation maritime du monde. C'est grâce à l'outre-mer si diplomatiquement le soleil ne se couche jamais, dit-on, sur la France. Alors, cela ne m'étonne guère, car nous sommes dans une situation de division. Et depuis 2017, avec cette arrogance, cette froideur de l'État, eh bien, l'outre-mer, c'est un pays qu'on a mis en coupe réglée. C'est-à-dire qu'on se fréquente par club. C'est une nation éclatée aujourd'hui. Et donc, puisque la France hexagonale est si éclatée, pourquoi irait-on s'occuper de l'outre-mer? Et quand j'ai vu les derniers événements qui se sont passés il y a quelque temps en Guadeloupe et en Martinique même, j'ai été étonné de l'attitude du gouvernement qui a laissé pourrir une situation, qui n'a pas réagi comme il aurait fallu pour dire, voilà, ce sont des Français, même si ce sont des Français du delà des mers, ce sont des Français comme les autres, qui ont apporté à la France une richesse extraordinaire. Quand il y a des originaires d'outre-mer qui sont morts pendant la guerre pour venir aider la France, ils étaient à Monte Cassino, ils ont permis à la France de gagner la bataille qui semblait perdue avec le premier bataillon des Antilles. Ce sont des gens qui ont appris à la France ce qu'était la culture du monde. Mais aujourd'hui, ceux qui sont là ont l'air d'oublier. On a l'impression qu'ils se disent, il y a le feu à la maison, on ne va pas s'occuper des écuries. Et un jour, nous serons assez forts pour leur montrer, je ne serai peut-être plus de ce monde, mais il y aura une jeunesse qui va se lever pour dire attention, nous sommes là et il faut toujours compter avec nous. C'est inadmissible. Quand par exemple vous allez en Nouvelle-Calédonie, moi j'y suis allé, et j'ai vu la manière dont sont traités parfois les originaires de Nouvelle-Calédonie. Je dis que la France devrait être digne de son passé, d'être digne de Victor Hugo, être digne de tout ce qu'il a été, et même être digne aussi des présidents qui ont été... Le dernier grand président que nous avons eu, qui s'est véritablement préoccupé de l'outre-mer, c'est Jacques Chirac. Et avant lui, même Giscard d'Estaing, quand il était d'aristocrate, considérait que l'outre-mer avait une carte à jouer. Et aujourd'hui, je pense que dans les temps à venir, on sera obligé de... Et si je parle de M. Giscard d'Estaing, je vous montre ceci. C'est un cadeau que m'avait offert le président Giscard d'Estaing pour dire, parce que je m'étais occupé en fait de la presse lors du sommet des 4 grands, et il avait tiré ceci à 250 exemplaires pour offrir aux personnes qu'il voulait distinguer. Et moi, il me l'a offert et je le garde en souvenir aussi. Et puis, je voudrais vous dire, il n'y a pas de raison de désespérer. Même si il y a quelques petits
petites personnes qui essaient de s'accaparer, ils nous font plus de mal que de bien. Par contre, ce que je voudrais dire, c'est que dans le marasme qui gagne l'outre-mer aujourd'hui, les élus ultramarins ont une grande part de responsabilité. Ceux d'aujourd'hui, mais quelques-uns d'hier aussi, parce qu'ils n'ont pas su proposer un schéma de travail, un schéma de développement suffisant. Par exemple, prenons le cas de l'eau dont nous entendons parler aujourd'hui. Depuis 1992, il y a eu de multiples rapports. Nos propres élus ont ignoré que la Lyonnaise des eaux, et moi-même j'ai travaillé sur ce dossier-là, qui avait prévenu que les câbles d'alimentation allaient se rompre et que nous perdrions beaucoup d'eau, qu'il fallait refaire toutes les canalisations. On s'en est moqué parce que l'eau rapportait de l'argent. Certains se sont enrichis sur le dos des Guadeloupéens. Aujourd'hui, on reproche à l'État de n'avoir pas fait le nécessaire. Mais nous-mêmes, qu'avons-nous fait? Est-ce que nous nous sommes préoccupés de l'avenir de nos enfants? Est-ce que nous nous sommes préoccupés de l'avenir de la Guadeloupe, de la Martinique, de la Guyane, de la Réunion et des autres? Non, je ne parlerai pas en détail des autres départements, parce que je ne les connais pas suffisamment. Mais pour ce qui concerne la Guadeloupe, je dis qu'il y a une défaillance parce que nos élus s'éclipsent dès qu'il y a quelque chose à faire. Et pourquoi cela? Parce qu'à un certain moment, il y a une complicité de la part de 3 personnes en particulier qui avaient les capacités. C'était Lucette Michaud-Chevry, Frédéric Jalton et Dominique Larifla. Ces gens-là ont eu peur qu'un homme comme Proto, que je considère aujourd'hui comme le meilleur président de région que la Guadeloupe ait eu depuis la loi de décentralisation, eh bien Proto en quelque sorte, les bousculait un peu trop. Et ils se sont alliés pour dire que jamais plus il n'y aura un élu capable de venir jouer dans leur cour. Et ils ont encouragé souvent des gens médiocres et cassé la plupart des meilleurs. Si bien qu'aujourd'hui, la situation est compliquée parce que nous n'avons personne aujourd'hui qui regarde l'outre-mer en perspective. Il ne suffit pas d'accuser l'État, mais il faut voir aussi où sont nos fautes, où sont nos défauts. Voilà l'essentiel de ce que je voulais dire. Et je pensais me retirer de toute affaire, mais c'est juste un dernier cri d'alarme. Voyez-vous, j'ai observé l'année 2021. C'est une année qui nous a fait beaucoup souffrir sur le plan sanitaire, mais aussi sur le plan moral. Et j'ai observé l'attitude des hommes politiques. Le président de la République, naturellement, a fait ce qu'il a pu. Je ne vais pas discuter de cela sur le plan médical, je ne suis pas médecin. Il a fait ce qu'il a pu. Parfois, il m'a agacé. Mais ce que je lui ai reproché aussi, et c'est ce que je reproche à cette classe politique d'aujourd'hui, c'est cette arrogance, c'est ce mépris du peuple qui a été ressenti. Et tout au long de cela, de ce livre, je parle de cela. Je parle, par exemple, le côté où, par exemple, quand on dit à un jeune, écoutez, vous n'avez qu'à traverser la rue. Quand j'entends pour trouver du travail, quand j'entends que on a baissé les impôts, on a fait plus. Non, je dis c'est un crime de mensonge là aussi, parce que comment voulez-vous que une famille, comme j'entendais cette mère de famille, qui expliquait l'autre jour qu'avec son mari et ses 2 enfants, il n'avait que 150 € après avoir tout payé pour se nourrir. Comment voulez-vous
que des enfants puissent vivre. Il est vrai que M. Macron n'a jamais connu de difficultés. François Hollande, bien le comique troupier que nous avons eu comme président de la République avant, disait qu'être riche, c'était avoir 4 000 euros. Tout le monde se moquait de lui. Mais Emmanuel Macron a réduit à 1 943 euros le seuil de la richesse parce que toute personne qui touche aujourd'hui entre 1 943 euros et 2 600 euros paye le prix fort. Quant aux retraités, il les a massacrés. Il ne faut pas qu'il oublie que 70% des retraités avaient voté pour lui et qu'en fait, il les a insultés quelques jours après son élection. La première chose qu'il leur a offert comme récompense, c'était de diminuer de 1,7% leur retraite. Et je dis, et depuis ces 5 ans, ils n'ont pas obtenu un centime de revalorisation parce que Macron considère que dès lors qu'on a dépassé 50 ans, on est inutile dans cette société. Il se trompe. Il verra quand il aura 50 ans. Il verra qu'il peut encore faire beaucoup de choses. Et que ça a été une société de mépris. Alors dans ce livre, je parle de tout cela, je parle des différentes choses, je parle même de Madame Pécresse aussi, et qui pourtant pouvait être une femme très intéressante, mais qui a lancé sa campagne en commençant à parler de Karcher. Mais c'est du mépris vis-à-vis du peuple. Le Karcher, déjà, c'était du temps de Sarkozy une offense au peuple. Car le Karcher, ça veut dire qu'on enlève la saleté. Est-ce que le peuple est une saleté? Non. Il faut faire attention à ce que l'on dit quand on veut diriger l'État. Et puis, il y a cette gauche aussi, elle aussi fermée, qui parle du peuple avec ce mépris et en parlant de couche sociale. Mais la couche sociale, c'est la saleté. La couche, c'est la saleté qu'on nettoie. Est-ce qu'en France, il y a une couche? Est-ce qu'il y a une partie des Français qu'on peut traiter de couche sociale? Non, il y a des Français qui souffrent. Et il faut rétablir l'autorité de la France, l'autorité de l'État, l'autorité, et s'occuper avec son cœur, avoir l'œil près du cœur pour aider chaque Français. Alors, je ne sais pas si ce livre plaira à tout le monde, mais en tout cas, j'invite tous ceux qui le voudraient à le lire, et il y a beaucoup de choses qui se révéleront à eux. Merci. Outremernews.fr, le site de l'actualité outre-mer, 24 heures sur 24 et 7 jours sur 7. Retrouvez la chaîne Outremer News sur YouTube.